Merci bien, avec beaucoup d'humour et de poésie, donc, pour ce retour d'expérience réussi, même s'il y a un petit coup de rectiligne, mais qui va être rectifié. Mais on Donc, doit aussi avoir des bordures, je vais m'en assurer, déconnantes pour que. Mais bon, les- le diable est dans les détails. tout à fait, absolument. Lucille Ducam, pour élargir un petit peu le champ de vision avec des retours d'expérience, des ressentis des collectivités au niveau national. Oui, donc bonjour à tous. Pas évident de prendre la parole après cette intervention. Donc Lucille Ducam de la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, association d'élus dans différents domaines, et dont le cycle de l'eau. On a travaillé l'année dernière avec les collectivités adhérentes à la fédération sur une définition des enjeux de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines élargie à la gestion des eaux pluviales de manière générale, qu'elles soient urbaines ou pas. Et donc ce que je veux vous montrer, c'est quelques mots-clés, quelques clés de réussite des projets d'aménagement qui intègrent la gestion des eaux pluviales de manière un peu générale. Je ne sais pas de cas précis puisque vous en avez tout au long de la journée. Donc le constat, c'est que la gestion intégrée des eaux pluviales n'est pas prioritaire souvent au sein d'un aménagement. L'aménagement, il a un objectif précis et on est en phase d'évolution pour passer d'un aménagement dans un objectif à un projet de territoire permettant de répondre à plusieurs enjeux. Donc l'idée, c'est de passer, de changer de paradigme et de se dire que chaque projet d'aménagement est une opportunité pour mieux intégrer l'eau dans les projets, penser un peu autrement les eaux pluviales avec toutes les techniques alternatives dont on a un peu parlé et adopter d'autres fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on mixe les fonctionnalités de chaque ouvrage, qu'il soit en dur ou en technique alternative. Donc pour ce faire, ce qui a été identifié par les groupes de collectivités qui ont travaillé l'année dernière sur le sujet, c'est de dire qu'il y a trois clés de voûte pour réussir un projet d'aménagement avec la gestion des projets intégrés. Le premier, c'est d'organiser une concertation et de développer la transversalité, autant en interne à la collectivité que entre collectivités et acteurs, d'associer les élus, donc ça c'est vraiment très important, et de sensibiliser les usagers. Donc je vais développer rapidement chacun des 3 points. En termes de concertation et de dialogue, l'idée c'est de décloisonner au maximum et de passer d'un projet d'aménagement à une démarche de co-construction ayant une gouvernance partagée. Voilà. Donc je vais insister sur des mots-clés comme ça au long de la présentation. L'objectif, l'avantage de la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est de proposer des solutions qui sont finalement assez innovantes. Même si c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis un moment, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et sur lesquelles les usagers n'ont pas l'habitude de travailler ou de comprendre le fonctionnement. Donc ces solutions un peu innovantes, elles permettent de répondre à des enjeux multiples dont on a parlé ce matin. Des enjeux lucratifs, des enjeux paysagers, de biodiversité, d'adaptation au changement climatique, et puis de gestion des eaux pluviales et des problématiques de santé et d'environnement. L'idée aussi, c'est peut-être de montrer, de permettre à cette concertation d'avoir un intérêt économique. Plus on est d'acteurs, plus on mutualise les moyens, qu'ils soient techniques ou financiers. Et souvent, dans les projets, on voit que, vous en avez très bien parlé ce matin déjà aussi, c'est que les bénéfices sont multiples. Alors, on a encore peu d'études qui montrent les bénéfices concrets, humains, sociaux que peuvent développer ce type de projet. Mais généralement, c'est vrai que les coûts sont moindres en termes d'investissement que des solutions bétonnées. Et donc un des leviers aussi qui a été identifié par les collectivités, c'est de dire que cette démarche de projet, elle est intéressante, mais elle nécessite quand même un chef d'orchestre, quelqu'un qui va coordonner les différentes missions. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que selon les collectivités, ce chef d'orchestre, il peut être issu de différents services. À Rennes, ça peut être le directeur de l'aménagement. À Montbéliard, c'était plutôt le directeur des espaces verts. Et donc toujours d'inciter plutôt les aménageurs et pas le service de l'eau à porter cette politique, on va dire.
Donc le deuxième volet, c'est l'association des élus. Alors c'est vrai que les élus doivent faire face à plusieurs défis, connaître et comprendre les enjeux du territoire. Alors, les enjeux du territoire, c'est très large en fait, ça peut dépasser complètement le territoire même de la collectivité en question. Et l'important, c'est de définir de quoi on va pouvoir s'emparer, de quoi ça va être, enfin quels sont les autres acteurs qui vont intervenir, et de mixer ça avec les attentes des citoyens usagers, notamment sur la nature en ville. Et à partir de tout ça, de construire une politique locale globale qui réponde aux multiples objectifs. Donc l'amélioration de la connaissance, elle passe sur l'amélioration de la connaissance sur le patrimoine et sur les enjeux en termes de risques. On a parlé d'inondation, de ruissellement, de problématiques d'infiltration des eaux pluviales. Et donc il faut voir ça il faut voir les eaux pluviales comme un levier d'embellissement de la ville, un atout et pas un frein dans les projets d'aménagement. Donc l'idée, c'est de les impliquer beaucoup, les élus, et de valoriser leur rôle en tant que décideurs, avec des communications qui peuvent être à l'attention des usagers, des citoyens, des personnes qui sont dans un quartier particulier, avec une communication large vers le public. Donc un exemple concret, donc là c'est sur le Grand Chalon. Ils ont profité de l'opportunité d'un réaménagement de la maison du vin pour gérer les eaux pluviales à la parcelle, gérer les infiltrations, limiter les ruissellements, limiter les risques d'érosion. Et donc ça a été complètement intégré au projet d'aménagement. Et il y a eu beaucoup de communication sur le sujet avec la mobilisation des élus. Donc c'est quelque chose qui a marché. Après, la maison du vin, forcément, ça parlait davantage. C'était quelque chose auquel les personnes du Grand Chalon étaient déjà attachées, on va dire. Donc ça a eu un écho particulier. Juste pour reprendre les propos du Grand Chalon, vous êtes invité à aller visiter le salon du vin, la maison du vin, bien évidemment. Tout à fait. Le troisième levier, c'était de sensibiliser les citoyens, donc donner la parole aux usagers. Il y a plein d'outils qui existent pour intégrer l'eau dans les débats publics. Les cafés citoyens, les plateformes d'échange. Et en fait, c'est au travers de ces échanges-là que les solutions peuvent venir directement des usagers citoyens qui sont concernés par les aménagements dans leur quartier. Et du coup, on mixte les besoins de verdissement de la ville avec les enjeux d'infiltration des eaux pluviales à la parcelle pour qu'on puisse la gérer là où elle tombe. Donc on peut proposer des campagnes de communication avant et après travaux pour voir quels sont les avantages des aménagements intégrant la gestion des eaux pluviales et adapter son vocabulaire pour que ça parle davantage aux usagers. Développer davantage de pédagogie pour enrichir la connaissance et faire évoluer les comportements. Quand on parle de faire évoluer les comportements, c'est notamment par rapport au fait qu'on peut avoir beaucoup de citoyens qui se disent que la ville laisse pousser des mauvaises herbes partout sur les trottoirs ou dans les rues. Et on peut avoir des gens qui se garent ou qui roulent dans les noues qui sont peu profondes. Donc c'est tout ce type de comportement qu'il faut être amené à changer avec des panneaux explicatifs de sensibilisation qui permettent d'expliquer le rôle de ces ouvrages alternatifs. Donc deux exemples. Donc, là, c'est un exemple c'est deux exemples pour montrer que on peut intégrer l'eau dans un projet d'aménagement. Donc c'est un projet d'aménagement. Ce sont deux projets d'aménagement, une noue sur un parking, un espace de balade où on a ajouté des bassins potentiels d'infiltration. Là, l'idée, c'est de se dire on peut intégrer les eaux pluviales dans des projets qui sont préexistants, un petit peu en amont de la réalisation, mais du coup, ça ne change pas spécialement le coût. Et puis, ça a un avantage paysager, biodiversité et puis qualité de vie. Le deuxième exemple, c'est sur un bassin de traitement des eaux pluviales qui a été réaménagé en espace vert. Donc là, l'idée, c'est on part de l'objectif premier qui est infiltrer l'eau, stocker et traiter l'eau, donc un enjeu hydraulique. Et on y associe une fonctionnalité supplémentaire qui est lucrative, récréative. Avec, là, comme vous le voyez sur la photo, c'est une passerelle qui permet de montrer que peut y avoir de l'eau qui coule sous la passerelle et qui est présente, avec des panneaux de sensibilisation pour expliquer le fonctionnement de ce bassin de traitement.
Donc une petite diapo de conclusion qui permet d'expliquer la gouvernance partagée et les enjeux globaux qui se greffent à cette stratégie intégrée des eaux pluviales. On a donc différents acteurs, la voirie, l'assainissement, les enjeux de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, les espaces verts, tout ça avec des termes, un vocabulaire spécifique, des objectifs spécifiques. Et l'objectif, c'est d'avoir une politique locale globale qui permette une gouvernance partagée sur ces enjeux et de donner un sens aux décisions qui sont prises par les élus.